Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créé et animé par André Loez. Le mot dénazification est apparu dans l'actualité ces dernières semaines. C'est une fausse justification donnée par Vladimir Poutine à son invasion de l'Ukraine et une nouvelle instrumentalisation de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. La dénazification, en vrai, c'est une réalité historique compliquée, ambiguë, en Allemagne après 1945. C'est le thème de l'épisode du jour avec Marie-Bénédicte Vincent. Rendez-vous sur le site parolehistoire.fr pour les références citées dans l'émission. Vous y trouverez aussi un bouton PayPal et une boutique permettant de soutenir le podcast et ses frais d'hébergement internet. La semaine prochaine, on parlera de l'histoire du livre en Méditerranée antique et médiévale. Tous vos commentaires sont bienvenus sur les réseaux sociaux, Twitter, YouTube, Instagram, Facebook. Well, I guess it's official. We're now on Facebook. Merci et très bonne écoute. J'ai le plaisir d'être avec Marie-Bénédicte Vincent, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Franche-Comté. Vous venez de publier aux éditions du CNRS La dénazification des fonctionnaires en Allemagne de l'Ouest, un livre dont on va parler aujourd'hui. C'est un sujet de recherche sur lequel vous avez déjà travaillé. Vous avez notamment dirigé en 2008 un livre intitulé La dénazification qui se trouve aujourd'hui en poche chez Tempus, que je conseille vraiment parce que c'est une bonne première approche dans le sujet. Et du coup, ça fait maintenant plusieurs décennies que vous travaillez sur cette question. Qu'est-ce qui vous a amené sur ce terrain de recherche ? On va parler évidemment de ce dernier livre, mais qu'est-ce qui fait quand on est historien de l'Allemagne, ou est-ce qu'on devient historien de l'Allemagne pour travailler sur cette dénazification? J'ai commencé mes travaux sur l'Allemagne en m'intéressant à des périodes en amont, l'Empire allemand, le Kaiserreich et puis la République de Weimar. Et ce qui m'intéressait, c'était la césure politique de 1918-1919 et comment les fonctionnaires allemands de l'époque la traversent. À l'issue de ce travail, donc, j'ai eu envie de me pencher sur une autre grande césure, la seconde, on pourrait dire grande césure de l'histoire de l'Allemagne, à savoir 1945, avec un peu cette même question, puisque on est dans une problématique finalement assez proche, c'est-à-dire un personnel, pour le cas de l'Allemagne de l'Ouest, qui traverse cette césure et qui, d'une certaine manière, reconstruit une nouvelle vie politique et une vie professionnelle dans un régime totalement différent qui est la démocratie de Bonn. Voilà, donc le point commun entre ces deux terrains, c'était faire une histoire sociale de ces grandes ruptures politiques, ce qui a du sens au regard de la vie et de la trajectoire des acteurs. En travaillant sur les fonctionnaires, vous travaillez sur un objet qui a une consistance particulière dans l'histoire allemande, dans les sciences sociales allemandes, depuis Max Weber en particulier. Pourquoi c'est un bon observatoire, finalement, de la société allemande, ces fonctionnaires qui ont un statut, qui ont une reconnaissance sociale, qui ont des codes de fonctionnement professionnel très, très normés? En quoi c'est un bon angle d'attaque pour questionner ces transitions ? Je répondrai de deux manières. D'abord, c'est un groupe extrêmement grand, puisque au regard de la structure fédérale de l'Allemagne, il y a énormément de fonctionnaires au niveau donc non seulement fédéral, mais aussi des Länder. Donc on est sur un groupe vaste qui comprend à la fois des petits, des moyens, des hauts fonctionnaires. Donc on n'a pas seulement des élites, on a aussi on peut dire tout le spectre social de la société. Si on rajoute même les employés qui n'ont pas le statut de fonctionnaire, mais qui travaillent dans les administrations publiques, on a un large panel. De ce point de vue-là, c'est une première approche pour travailler sur différentes échelles sociales. Et puis alors, la deuxième peut-être idée, c'est que en travaillant sur des fonctionnaires, on travaille sur un groupe qui laisse beaucoup de traces archivistiques, administratives, puisque les fonctionnaires ont généralement des dossiers, il y a beaucoup de règlements les concernant. Donc pour l'historienne, l'historien, je dirais que c'est un terrain facile pour du moins saisir des trajectoires. Par rapport à d'autres professions, notamment les professions libérales, c'est plus difficile d'avoir accès à des reconstitutions de carrière, à des trajectoires. On peut toujours, il y a moyen, mais il y a des mémoires. Mais je dirais que les fonctionnaires, c'est un vivier privilégié du point de vue archivistique. Voilà. Le livre que vous venez de publier, c'est un livre qui est très rigoureux, c'est un livre qui est parfois très technique, on en reparlera peut-être parce qu'il y a une dimension juridique très forte derrière les questions que vous posez, mais vous avez choisi d'ouvrir chaque chapitre par une citation littéraire. Est-ce que c'était important pour vous de contrebalancer peut-être cette dimension technique par les évocations littéraires très marquantes de la période ? Oui, alors je dirais que c'est le sujet de l'épuration, de la désépuration, au sens réintégration des anciens épurés dans des postes administratifs. C'est un sujet qui a pu être un peu tabou dans les années 50 et au début des années 60, avant qu'on en parle, que ça devienne un sujet de société à partir du milieu des années 60. Or, la littérature avait, dès le début, saisi des choses et dit des choses. Et donc, souvent, on dit en histoire que
sur certains sujets où la parole est difficile, la littérature peut pointer et donc des éléments. Donc moi, mon idée, c'était de partir de cela et puis partir aussi de références peut-être connues du grand public, parce que Günter Grass, Kluge pour le cinéma, c'est peut-être des noms connus, la littérature des ruines, ça parle peut-être un peu plus aux gens qui s'intéressent à l'Allemagne après 1945, et en partant de ce que disent ces romanciers, de ce qu'ils pointent dans la société, revenir vers des sources moins familières au grand public. Ouais. Vous avez dit que c'était un sujet dont l'historiographie s'est emparée. Elle s'en est emparée effectivement depuis les années 80 en particulier. Alors, vous montrez dans le livre à plusieurs moments qu'il y a eu des évolutions historiographiques entre le moment, par exemple, où Jörg Friedrich publie Kalte Amnesty, l'amnistie froide en 1984, en disant que finalement la dénazification n'avait pas eu lieu, et puis inversement des réévaluations, celle de Norbert Frey, celle de Andreas Eichmüller. Est-ce qu'on peut faire un point finalement sur peut-être pas toute cette historiographie, mais disons les principaux résultats de ces débats depuis maintenant plusieurs décennies? Oui, alors la dénazification a été quand même assez vite assortie d'un jugement de valeur négatif. On a dit elle a été ratée, elle a été incomplète, ce qui est en partie vrai quand même. Alors l'historiographie au début s'est fait assez dénonciatrice de ses limites, et je dirais que les contemporains eux-mêmes n'étaient pas dupes. Mais les travaux d'histoire plus récents, donc effectivement, en gros depuis la réunification et puis les années 2000, tendent à dire que il faut se garder d'une image trop tranchée, trop polémique sur ces sujets, et que la réalité est plus contrastée. Alors les limites restent, mais une épuration a néanmoins eu lieu, donc et précocement. Voilà, alors la période de l'occupation certainement, mais même dans les années 50, souvent caractérisée comme une période un peu d'arrêt de l'épuration, des procès ont continué à avoir lieu. Alors évidemment, ils ne sont pas très nombreux, mais de dire qu'il y en a eu, ça change déjà un peu le discours. Et puis l'historiographie invite à reconsidérer le basculement qu'on date maintenant de la fin des années 1950, à partir de 1958. Souvent, c'est une date pratique parce que c'est la création de cette centrale judiciaire de Ludwigsburg en 1958, en disant qu'à partir de cette date, il y a eu une relance de l'épuration judiciaire. Et donc mon livre s'inscrit un peu dans ce courant, c'est-à-dire l'idée, c'était de voir qu'est-ce qui, du côté de l'administration, a été fait du point de vue de l'épuration, en couvrant donc une longue période qui va de l'occupation alliée jusqu'au milieu des années 1970. En vous lisant, je me suis souvent demandé comment vous arriviez à garder votre calme, votre distance historienne, parce que c'est très remarquable, évidemment, c'est un vrai livre d'histoire, mais on lit parfois des passages, on se dit mais c'est pas possible que les lobbies d'anciens Waffen-SS essayent de demander des pensions, d'être réintégrés, etc. On est quand même saisi par une forme de prégnance d'un discours, y compris relayé par des modérés, des gens de la CDU, des gens voilà, qui sont pas des nazis, mais qui finalement seraient d'accord pour fermer les yeux. Donc vous avez réussi à rester à mettre à distance ce caractère quand même très troublant parfois des choses que vous étudiez? Oui, alors de toute façon, dès le départ, c'est un sujet qui a été très polémique à longtemps, donc moi je voulais pas reproduire cela, et je pense que la génération aujourd'hui n'a pas vocation à apporter un jugement sur... à mon avis, quand on est historien, on établit des faits, on raisonne, mais on n'est pas là pour donner des bons et des mauvais points. Voilà. Donc de toute façon, je voulais me garder d'un regard trop normatif sur ces sujets. Deuxièmement, les sources sont des sources assez techniques quand même, parce que le contentieux dont il s'agit de voir comment des fonctionnaires qui ont été épurés au moment de 1945 et dans les années qui suivent peuvent être réintégrés. Le raisonnement n'est absolument pas un raisonnement politique dans les sources, c'est un raisonnement qui est technique, juridique. On voit si ces gens peuvent rentrer dans des catégories qui ont été définies par la loi, et d'abord par la Constitution ouest-allemande de 1949 et ensuite par une loi de 1951 qui est un peu au cœur de l'ouvrage. Et donc, je dirais que les sources elles-mêmes ne sont pas des sources extrêmement où le discours politique prime, et c'est peut-être un piège d'ailleurs. Mais donc moi j'ai été quand même guidée de ce point de vue-là par le contentieux lui-même, qui s'intéresse avant tout à des droits, à des gens qui réclament des pensions, qui réclament des veuves, qui réclament des allocations, des orphelins qui
qui disent mais nous on a droit à quelque chose, et puis des lois qui définissent si c'est possible ou pas possible. Et je dirais que la dimension polémique n'est pas absente, hein, et j'en tiens compte, j'espère, assez dans le livre, parce que c'est des sujets qui sont débattus dans l'arène politique, débattus dans la société, et surtout qui font l'objet d'une virulente dénonciation de la part de la RDA. Donc je dirais que la dimension politique, elle traverse tout l'ouvrage, mais justement, mon idée, c'était de prendre les acteurs dans ce qu'ils sont quand ils revendiquent, c'est-à-dire pas des arguments politiques. Voilà. Des arguments aussi qui renvoient à l'histoire sociale, et c'est vraiment des intérêts de votre livre, c'est de montrer que derrière les enjeux de qualification, qui a été nazi, qui ne l'a pas été, à quel moment, etc., se jouent aussi des choses très concrètes pour des gens qui ont du mal à boucler leur fin de mois dans une Allemagne qui va connaître le miracle économique, mais l'après-guerre est marquée par d'immenses difficultés, et donc obtenir ou pas une pension, c'est un enjeu vital pour beaucoup de gens. Donc cette dimension d'histoire sociale, elle est un arrière-plan neuf aussi dans votre démarche par rapport à un discours qui serait exclusivement politique sur la question. Oui, alors ça, c'est le résultat d'être au plus près des acteurs, je dirais. On voit ce qu'ils revendiquent, ce qui les touche, pourquoi ils réclament. Et donc, dans les lettres qu'ils adressent, etc., la dimension, les difficultés du quotidien, la dimension sociale, économique de ces revendications est centrale. Surtout donc dans les années de l'occupation. Évidemment, après, ça change, hein, dans les années 50, mais dans les premières années après 1945, et notamment dans la zone d'occupation française, hein, qui est peut-être la zone où les difficultés alimentaires ont été peut-être les plus fortes dans les 2 premières années qui ont suivi la guerre. C'est tout à fait primordial. Hein. Et donc, on voit des administrateurs qui sont peut-être... ont à cœur de satisfaire certaines revendications parce qu'ils savent que derrière un fonctionnaire épuré, il y a une famille qui n'a plus de salaire, il n'y a plus de chauffage, il y a des difficultés de logement, etc. Donc tout cela, on le voit très bien dans les sources. Encore une fois, les sources mettent cet arrière-plan social et économique au premier rang, j'allais dire, dans la liste des éléments, des argumentaires. Et moi, j'ai trouvé que c'était important de le rappeler, justement, pour dire que même si les sanctions qui ont pu être prononcées par les Alliés ou par les instances de dénazification allemandes ont pu sembler temporaires, de courte durée, elles ont néanmoins marqué, peut-être pas assez, on rentre du coup dans le jugement, ou peut-être pas assez durement, mais néanmoins elles ont marqué le quotidien des familles. Donc il y a eu sanction, et ça explique d'ailleurs le désaveu de cette épuration du côté de la population. Un mot de vocabulaire, parce que y a 3 mots qui reviennent dans le livre et qu'il faut peut-être distinguer pour ceux et celles qui nous écoutent, qui l'ont pas lu. Dénazification, épuration, désépuration. Comment s'articulent ces notions qui sont pas évidemment identiques ? Oui, alors évidemment, c'est central. Donc la dénazification, je dirais que c'est un terme général sur lequel se mettent d'accord les Alliés à Potsdam à l'été 1945. Pour au moment de refonder l'Allemagne. C'est un terme très large qui recouvre à la fois un volet épuratoire, qui moi m'intéresse dans le livre, et un volet réformateur. Ce volet épuratoire, ça désigne le fait que des gens perdent leur statut, leur profession, qu'ils soient exclus d'un certain nombre de lieux. C'est ça. Alors il y a aussi des lois d'interdiction du parti nazi sur lesquelles j'insiste pas ici. Il y a il y a toute une refondation de la vie politique, etc. Sur lequel donc tout ça, c'est un arrière-plan, mais c'est pas le centre, le terrain de l'enquête. Donc il y a cet aspect épuratoire, et puis il y a un aspect réformateur. Donc l'aspect réformateur, je ne le traite pas tellement dans le livre. Ça apparaît ci et là forcément, mais il y a toute une refondation de la vie économique. Je devrais d'abord dire peut-être politique, économique, culturelle de l'Allemagne. Alors ça, c'est pour... donc, moi, je m'intéresse à l'aspect épuratoire de la dénazification, mais je complète tout de suite en disant que, et c'est la thèse peut-être du livre, c'est que cette épuration, elle a été très rapidement, voire tout de suite, bon, tout de suite, c'est peut-être un peu exagéré, mais très, très rapidement, complétée par... une réintégration, une désépuration de la majeure partie des épurés. C'est pour ça que moi j'emploie le terme de désépuration qui a été d'ailleurs utilisé par des chercheurs français travaillant sur l'épuration en France. Hein. Je le reprends de l'historiographie française. Il n'est pas tellement utilisé en Allemagne, hein, le terme de désépuration, mais il est pratique pour comprendre qu'on revient en arrière par rapport à l'épuration. Et je montre dans ce livre, j'espère en tout cas montrer que les 2 volets a priori contradictoires de l'épuration et de la désépuration sont pratiquement concomitants et sont pensés ensemble
parce qu'il est impossible de se priver de millions, en fait, d'individus quand on veut reconstruire un pays. On n'est pas dans le cas français où c'est une poignée de misérables, pour reprendre l'expression connue. Du coup, cette désépuration, elle est instituée en quelque sorte par un article de loi, l'article 131. Votre livre concerne au premier chef les gens concernés par cet article 131, pardon. 231, c'est le traité de Versailles, c'est encore autre chose. L'article 131, c'est quoi et pourquoi c'est important pour justement définir un statut qui va devenir un sujet de contentieux obsédant pendant au moins 20 ans? Donc c'est un article donc, de la loi fondamentale donc, de 1949, donc c'est la constitution de la République fédérale d'Allemagne, qui garantit finalement aux fonctionnaires et aux anciens soldats de métier, je ne m'occupe pratiquement pas beaucoup des soldats de métier dans ce livre, mais ça vient ci et là dans les pages parce qu'il y a un parallèle qui est fait avec les fonctionnaires. Donc cet article garantit aux fonctionnaires qui avaient 10 ans d'ancienneté au 8 mai 1945 un droit à retrouver un poste équivalent dans les services publics donc de l'Allemagne de l'Ouest, enfin de la République fédérale d'Allemagne, avec à condition de n'avoir pas été condamné pour crime de guerre et à condition aussi de n'avoir pas été dénazifié dans des catégories les plus compromettantes. Mais en réalité, c'est très peu de personnes qui ont été dénazifiées dans les catégories les plus compromettantes. Donc c'est un droit à la réintégration et ce droit va être précisé par une loi qui est une des premières lois finalement de la RFA en 1951, mai 1951, qui donc crée ce droit et donc également des dispositifs juridiques ouvrant donc cette possibilité à tous les anciens fonctionnaires de métier ayant 10 ans d'ancienneté de retrouver un poste équivalent, si ce n'est le même, mais quelquefois c'est pas possible quand l'administration a disparu ou pour autre raison, dans les services publics de la RFA. Et même, ça va même plus loin, il y a tout un dispositif, il y a tout un ensemble de lois qui obligent les administrations à réembaucher un quota de au moins 20% de ce groupe qu'on appelle le groupe des 131 heures. Enfin, en allemand, c'est heures, c'est le groupe des gens relevant de l'article 131. Et donc, si les administrations ne remplissent pas ce quota, elles doivent verser des pénalités. Donc, c'est non seulement un droit, mais c'est même une obligation pour les administrations qui vont donc obtempérer, réintégrer, et donc et même dépasser le quota des 20%, puisqu'on estime aujourd'hui qu'au début des années 50, enfin, disons, avant 1955, on serait peut-être à 30% dans les administrations de fonctionnaires relevant de cette catégorie de personnes, enfin de fonctionnaires relevant de l'article 131. Voilà. Alors on comprend bien que cet article, il définit une catégorie, mais définir une catégorie, c'est évidemment définir des seuils d'acceptabilité. Il y a des gens qui y rentrent et des gens qui ne peuvent pas y rentrer. Et on comprend que dès l'origine, ne peuvent pas y rentrer des gens qui ont une condamnation pénale, par exemple. Voilà, ça, même avec 10 ans de bon et mauvais service, si vous avez été condamné à Nuremberg, c'est pas possible. En revanche, il y a ensuite toute une série d'appréciations, et c'est là que le travail des juristes va se faire et que le travail du lobbying et du contentieux va se faire pour savoir, finalement, c'est quoi un ancien nazi ? Et là, il y a notamment toute une partie du livre très intéressante où vous montrez qu'on discute beaucoup des critères, et notamment, les critères, c'est l'adhésion au parti nazi, mais après, il y a des gens qui disent « oui, mais j'ai adhéré, mais j'ai été forcé » ou « j'ai adhéré uniquement par obligation professionnelle ». Et puis, le moment de l'adhésion, avant, après 1933, avant, après la guerre, etc. Donc, comment est-ce que se fait ce travail d'établissement de critères pour identifier ce qu'est un nazi qu'on peut réhabiliter ou quelqu'un qu'on ne peut pas réhabiliter? Alors je dirais que le travail se fait en amont de la loi, puisque c'est au moment de la dénazification au sens le classement des individus dans des catégories de dénazification sous l'occupation, donc entre 1945 et 1949, que cette discussion a lieu, puisque en fonction des critères choisis, les personnes ne sont pas classées dans les mêmes catégories. Donc pour aller vite, on va considérer non pas l'adhésion... l'adhésion au parti nazi, évidemment, fait qu'une personne relève d'une procédure de dénazification. Si vous n'avez pas appartenu au parti nazi, vous n'êtes pas obligé d'être dénazifié, donc vous êtes en dehors de la loi, vous êtes tranquille, mais ça concerne dans les fonctionnaires pas tellement de personnes, puisque très rapidement, pour rester fonctionnaire dans le régime nazi, il fallait adhérer ou du moins faire une demande d'adhésion au parti nazi. Donc la vraie question pour les fonctionnaires, c'est pas tant la question de l'adhésion ou pas, c'est plutôt la question de la date. Or, donc là,
c'est un sujet sur lequel il faut évidemment connaître des choses sur l'histoire du régime nazi. Je dirais que ce qui a été choisi comme critère, c'est par les Alliés avant ou après 1933. Si vous adhérez au parti nazi avant le 30 janvier 1933, date de l'arrivée de Hitler à la chancellerie, ça veut dire que vous êtes un nazi précoce, un nazi convaincu, un nazi idéologisé, et pas un nazi opportuniste. Et donc, ça va être considéré comme un facteur de compromission. Si vous adhérez après le 30 janvier 1933, vous pouvez être considéré, et ça va être un argumentaire de défense, comme un nazi opportuniste. On dit en allemand un nazi nominatif. C'est-à-dire vous êtes membre du parti nazi, mais dans le fond, vous le faites pour votre carrière, pour conserver votre boulot. Et troisième date, à partir de 1937-38, ceux qui ont réussi à ne pas... le parti nazi a eu une vague d'adhésion assez forte après l'arrivée de Hitler à la chancellerie. Et puis ensuite, il y a eu un blocage des adhésions parce que Hitler, au départ, il faut remonter à ce que voulait Hitler pour le parti nazi, mais au départ, il ne voulait pas forcément un parti de masse. Il voulait que le parti nazi reste une élite, une avant-garde révolutionnaire. Et puis après, donc il a évolué et il y a eu de nouveau une réouverture des adhésions, ce qui fait qu'à partir de 1937-1938, on a de nouveau une vague massive d'adhésions. Un certain nombre de fonctionnaires qui avaient réussi, j'allais dire, ou qui ne voulaient pas adhérer en 1933, sont pour beaucoup obligés de le faire à partir de 1937-1938, surtout dans les hauts grades. Et du coup, pour certains, dire j'ai adhéré, mais seulement en 1938, ça va être considéré comme presque exonérant. Voilà, paradoxalement, parce que quand on regarde ça aujourd'hui, on peut se dire c'est quand même fou qu'un quelqu'un qui soit membre du parti nazi réussisse à se présenter comme quelqu'un de peu compromis. Voilà, c'est paradoxal. Ouais. Alors, ce qui est fascinant dans votre livre, justement, dans tous ces passages où vous étudiez cette question, c'est d'étudier aussi la sémantique déployée par les acteurs lorsqu'ils discutent de ces choses, parce qu'on discute des dates, mais on discute aussi des attitudes. Et donc, il y a les dates, mais il y a aussi la notion d'engagement, d'être suiviste, ou d'être compromis, ou d'être irréprochable. On utilise aussi des euphémismes. Il y a vraiment tout un travail sur la fabrication de l'euphémisme pour minimiser l'action personnelle. Donc, par exemple, on se met à parler non pas des criminels de guerre, mais des condamnés de guerre, pour dire que finalement, ils ont été condamnés par les Alliés, mais ça ne fait pas d'eux forcément des criminels. Donc il y a tout un travail de vocabulaire finalement qui est fait pour fabriquer des nazis les moins compromis possibles par un certain nombre d'acteurs. C'est ça, donc il y a une évolution là vraiment très forte des termes et de leur perception sur, j'allais dire, les décennies. Le terme de suiviste, qui est peut-être le plus facile à illustrer, c'est un terme qui aujourd'hui est connoté négativement et on comprend. Le suiviste, c'est quelqu'un qui adhère au parti nazi après le 30 janvier 1933. Or, à l'époque, c'est considéré comme moins grave, donc finalement presque exonérant. Et c'est presque, donc par opposition aux criminels et aux nazis précoce, être suiviste, finalement, c'est un moindre mal. Et comme les sanctions vont être moins fortes, c'est presque une catégorie d'exonération, ce qui semble, encore une fois, paradoxal, parce que ça va être aligné sur les gens qui sont véritablement exonérés. Donc, c'est tout ce passage dans la compréhension du suivisme que j'essaye d'illustrer en travaillant sur plusieurs décennies, parce que la perception, évidemment, du terme change dans les années 60 et surtout 70 et au-delà. Aujourd'hui, quand on dit un suiviste, on voit l'opportuniste, celui qui adhère au régime nazi. Et évidemment, on voit ça à juste titre comme quelque chose de grave. D'autant que vous le montrez très bien, c'est aussi avant le procès Eichmann qui a institué aussi cette figure nouvelle du criminel de bureau, de celui qui obéit les ordres sans y réfléchir et qui finalement, par là même, porte une responsabilité peut-être encore plus grave que s'il avait été un initiateur parce qu'il a abdiqué en quelque sorte son éthique, sa conscience professionnelle, etc. Et donc le procès Eichmann, c'est 61. Donc dans les années 50, on peut encore finalement bâtir cette image du suiviste un peu malgré lui, alors qu'après, ça va se transformer négativement du fait justement de ce type de révélation sur des comportements bureaucratiques qui peuvent avoir des conséquences désastreuses. Voilà, alors pour bien comprendre cette évolution, je dirais qu'il y a toute une éthique de la fonction publique qui remonte à beaucoup plus haut, j'allais dire, c'est l'apolitisme du fonctionnaire, c'est érigé en vertu politique quand même, c'est le fonctionnaire qui sert le régime, qui sert l'État, je veux dire, excusez-moi, et non pas un régime politique. L'État étant vu comme au-dessus, bizarrement, du régime politique, mais il y a une sorte de dissociation mentale qui est faite, ou du moins dans le langage, entre les deux. Cette construction, c'est une construction qui est ancienne, qui sert déjà au moment de la République de Weimar pour justifier que des fonctionnaires monarchistes puissent rester en
en République, mais ils disent oui, mais on continue à servir l'État. Donc, je dirais que là, on tombe sur un argumentaire qui est tout à fait traditionnel dans la fonction publique professionnelle allemande. Et donc, on réactive un raisonnement qui avait déjà eu cours en 1918, 1919 et dans les années de la République de Weimar, et qui est très pratique voilà, pour les acteurs. Alors, le procès Eichmann est un tournant, oui. Plus encore pour l'Allemagne, je dirais le procès d'Auschwitz. Le procès d'Eichmann, il est très important du point de vue international. Il y a un retentissement international très fort parce que c'est un procès très médiatisé. En Allemagne de l'Ouest, je dirais que c'est un procès qui est hors sol. Alors bien sûr, il est connu, hein, mais la portée est moindre pour la population que le procès de Francfort, du procès d'Auschwitz, 1965, où je dirais que c'est déjà au cœur de l'Allemagne de l'Ouest. Et donc c'est un procès qui a eu un impact beaucoup plus fort sur l'opinion ouest-allemande que le procès d'Eichmann. Ça, c'est pour l'Allemagne de l'Ouest. Et c'est le procès de Francfort où on parle d'Auschwitz pour la première fois de manière... on associe Auschwitz au crime du nazi perpétré par des Allemands, entre guillemets, qui paraissaient normaux. Voilà. Des hommes ordinaires, pour reprendre un terme évidemment classique dans l'historiographie. Ce moment des années 50, si on y reste un instant, il est très intéressant parce que quand on vous lit, on distingue finalement deux phénomènes. D'un côté, une forme de consensus social pour dire qu'il y a de purs criminels et il y a quand même des gens qu'on peut exempter de leurs responsabilités. Donc les purs criminels, c'est la SS. Et puis, en revanche, l'armée, on n'y touche pas. Et même Adenauer est très ferme pour dire l'armée allemande, son honneur irréprochable, etc. Donc il y a des formes de consensus. Mais il y a aussi des formes de clivage. On comprend aussi qu'on ne peut pas aller trop loin. Et donc, il y a des lobbies pro-nazis, en gros, qui essaient de réhabiliter des gens. Et puis, il y a un chancelier, Adenauer, qui est malgré tout assez ferme sur certains points, parce qu'il a conscience aussi que du point de vue international, face à la RDA, face aux alliés occidentaux, on ne peut pas aller trop loin non plus dans l'oubli, dans le pardon, dans la réintégration. Donc il y a quand même, c'est une société qui n'est pas complètement dans le consensus sur l'oubli, il y a quand même quelques points de tension que vous révélez. C'est ça, donc Adenauer, il a des discours parfois ambigus quand même, parce qu'il veut satisfaire une opinion, mais il a aussi l'enjeu, l'image, on pourrait dire, de la RFA, notamment vis-à-vis des Américains. Donc, il doit tenir un peu l'équilibre et donc on ne peut pas aller au-delà de certaines limites, donc notamment les limites fixées par le procès de Nuremberg. Donc un exemple qui est intéressant pour voir un peu cette ambiguïté, c'est le cas de la Waffen-SS. Parce que les anciens de la Waffen-SS disent nous on est des soldats, on a fait notre boulot de soldats. Or la Wehrmacht, il n'y a pas de problème dans les années 50. C'est un des champs, une des institutions qui est finalement peu concernée par les procès dans les années 50. D'autant plus qu'ils ont fait leur boulot face à l'Union soviétique dans un contexte d'anticommunisme hyper fort. Donc là, ça peut passer auprès de l'opinion. Voilà. Et les vétérans de la Waffen-SS disent nous on est comme les vétérans de la Wehrmacht. Or pourquoi on n'aurait pas le droit, nous aussi, d'être des bénéficiaires de l'article 131. Donc là, on est sur un cas limite et j'allais dire l'administration tient bon, c'est-à-dire ne cède pas. La Waffen-SS c'est rattaché donc à la SS. La SS est une organisation qualifiée de criminelle au procès de Nuremberg en 1946, ce qui n'est pas le cas de la Wehrmacht. Et donc, à ce titre, les vétérans de la Waffen-SS ne pourront jamais rentrer dans le périmètre des bénéficiaires de la loi de 1951. Donc là, j'allais dire, c'est une catégorie limite qui permet de montrer qu'il y a quand même des bornes. Voilà. Alors, je dirais, c'est important. Pourquoi ? Parce que ce qu'on lit souvent dans cette histoire de dénazification, c'est justement la massive réintégration. Et il y a eu beaucoup de cas scandaleux. Donc, je ne le lis pas. Je ne veux pas dire ici que tout a été bien fait. C'est loin d'être le cas. Il y a des gens qui ont maquillé leur identité. Il y a eu des cas scandaleux de réintégration. On le sait. Néanmoins, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que de l'intérieur, c'est-à-dire de l'Allemagne de l'Ouest et de son administration, il y avait une prise de conscience que toute réintégration n'était pas possible ni souhaitable. Voilà, non seulement du point de vue des relations internationales, mais aussi du point de vue de la construction de la démocratie. C'est un constat qui est même fait par des gens qui ont pu avoir un passé brun, un passé nazi. Donc ça, c'est quand même assez déroutant. Et enfin, moi, c'est ce qui m'a intéressé. C'était ce raisonnement qui a été fait, finalement, un raisonnement peut-être plus de long terme, en se disant... on ne peut pas aller au-delà d'un certain seuil de réintégration. Sinon, c'est dangereux. Dangereux peut-être du point de vue intérieur, même si, très honnêtement, moi, dans les sources que j'ai vues, j'ai jamais vu de cas de néo-nazis dans l'administration.
Des néo-nazis, il y en a eu. Il y a eu des partis, il y a eu des groupuscules, c'était très surveillé, et il y a des partis qui ont été interdits, qui ont été déclarés anticonstitutionnels. Donc je ne minimise pas. Mais dans l'administration, il n'y a pas de néonazisme. Enfin, moi, je n'ai pas vu ça dans les sources. Mais dangereux aussi pour l'image que la RFA renvoie à l'extérieur. Et l'extérieur, c'est d'abord aussi la RDA. Donc, c'est un sujet qui invite quand même à prendre en compte ce face-à-face avec la RDA. Oui, qui construit son identité, elle, sur une forme de dénazification exemplaire d'un État communiste, socialiste, post-fasciste. Et là aussi, la réalité est plus compliquée parce qu'il y a eu des réintégrations à bas bruit pour certains qui ont pris la carte du SED, qui ont pris la carte du Parti communiste et du coup qui ont pu quand même retrouver des postes. C'est ça, donc la recherche aujourd'hui travaille beaucoup sur ces secondes carrières silencieuses. La grande différence avec la RFA, si vous voulez, c'est que la RFA, elle institue la réintégration. Elle l'organise et elle rend la réintégration constitutionnelle. Elle la favorise, il y a des lois qui l'encouragent. En RDA, il y a des secondes carrières, mais c'est souterrain. Aujourd'hui, ça fait l'objet d'observations, de recherches empiriques. On peut le démontrer, même au cœur du SED, et pas seulement dans des petits niveaux. Il y a des cadres de l'économie, mais même de l'appareil du parti qui sont d'anciens nazis. Mais c'est souterrain et c'est à condition évidemment d'adhérer au SED et il n'y a pas de droit à la réintégration. C'est au prix d'une reconversion et d'une adhésion au nouveau régime. Voilà. Ce qui est frappant en RFA, c'est que comme il y a cette possibilité juridique, du coup, il y a toute une série de lobbies qui se constituent. Et là, vous montrez un petit peu dans quel milieu ça se construit, notamment en indiquant le rôle des églises. Le fait qu'il y a un certain nombre de religieux qui témoignent lors de procédures pour dire « Monsieur Untel était nazi, mais c'est un homme très chrétien, irréprochable, etc. » On voit que là, il y a des formes d'ancrage social, finalement, des ex-nazis qui réussissent à faire jouer des relais d'opinion, des relais sociaux, pour essayer d'être réintégrés. La réintégration, c'est un sujet consensuel. J'allais dire, à part le Parti communiste, qui ensuite est interdit, mais c'est un sujet très consensuel. Et donc, les grandes institutions ont toutes été pour, d'une part, l'amnistie là, pour les criminels de guerre, mais aussi les réintégrations de fonctionnaires. Donc, les églises, à ce titre, ont été des voix marquantes parce que on pourrait dire, les églises, c'est des institutions parmi les premières qui sont recréées après 1945 et qui peuvent se prévaloir d'une certaine autorité morale quand tout s'effondre. Et donc, oui, elles ont, un certain nombre d'évêques ont pris leur plume pour défendre, pour demander carrément à Adenauer d'amnistier ou d'œuvrer en faveur de l'amnistie des criminels de guerre. Ça, c'est au niveau pénal. Et dans l'administration, je dirais que les églises, comme le reste de la société ouest-allemande, approuvent les réintégrations. C'est pas encore une fois, ce qui est difficile avec ce sujet, c'est qu'aujourd'hui, on voit ces réintégrations d'un point de vue très critique. Or, à l'époque, c'est souhaité et c'est encouragé même. Voilà. Donc, il y a un effort mental à faire pour essayer de se replacer dans cette époque un peu des années 50 où ça paraît même souhaitable de réintégrer ces anciens nazis. Oui, moi je disais tout à l'heure, je ne sais pas comment on garde son calme quand on lit des passages où les gens disent que leur sort a été inhumain en 1945 parce que les camps dans lesquels les Alliés les ont mis sont des camps où ils ont été maltraités, etc. Il y a même des formes d'inversion, c'est-à-dire que d'anciens nazis mobilisent tout le registre de la victimisation alors que pour certains ce sont des bourreaux. C'est ça, la société 1945, elle se définit comme une société de l'effondrement où la population est victime. Donc victime de l'occupation alliée, victime de la dénazification au sens épuration. Et donc les fonctionnaires sont les premières victimes puisqu'on les chasse de leur poste. Ils sont évincés, pour reprendre un terme allemand qui est souvent employé et qui est en fait là aussi un euphémisme. Au lieu de dire épuré, on dit évincé. Donc cette victimisation fait partie d'un climat qui est celui donc de la première décennie après 1945, climat qui change à la fin des années 50, au milieu des années 60. Et ça explique aussi le changement de regard sur ce groupe et l'arrêt évidemment des mesures les favorisant, le coup d'arrêt de 1974 que j'ai identifié ici comme fin possible de cette désépuration. Voilà, en fait, j'allais dire, les conséquences courent encore. Bon, maintenant, c'est une génération, pour des questions générationnelles, on arrive à la fin. À la fin, le contentieux, c'est surtout des veuves qui réclament pour leurs anciens maris, à ce titre, des allocations, etc.
Donc on a eu un contentieux qui excédait la durée de vie des fonctionnaires eux-mêmes. J'allais dire que pour des raisons démographiques, c'est une génération surtout née vers 1900, donc à partir des années 1980, on arrive un peu au bout de ce contentieux. Pour des raisons démographiques, voilà. Mais il y a eu un coup d'arrêt quand même par la loi en 1974. Je précise que dans le traité de réunification de l'Allemagne, ce sujet a été abordé. Parce que les juristes, il ne faut jamais oublier que l'Allemagne, c'est un pays de juristes. Les élites allemandes, c'est tous des juristes. Donc ils avaient tout à fait compris qu'il y avait un enjeu fort. Ils ne voulaient surtout pas payer pour des éventuelles revendications venant de fonctionnaires ou de veuves de fonctionnaires ou de descendants de fonctionnaires d'Allemagne de l'Est arrivant dans l'Allemagne par la réunification. Donc ça a été prévu en disant on ne paiera pas. Voilà. C'est intéressant de voir que ça a été prévu alors qu'on pourrait dire la Seconde Guerre mondiale, c'est loin. Voilà. Pour rester un instant sur ce thème de la victimisation, il y a un peu un symbole littéraire, c'est un best-seller dans l'Allemagne post-guerre, c'est le livre d'Ernst von Salomon, qui était un écrivain de la droite très conservatrice de l'entre-deux-guerres, et qui a écrit le questionnaire, qui s'est vendu à des dizaines de milliers d'exemplaires, et qui finalement indique assez bien cet état d'esprit d'une société allemande qui comprend mal qu'on la questionne sur ce passé et sur son rôle sous le nazisme. Alors c'est un livre qui a été effectivement un best-seller, qui est sorti de l'année de la loi de 1951, donc à ce titre c'est assez emblématique. C'est un livre qui ridiculise en fait les Alliés, notamment les Américains, puisqu'il reprend dans sa construction même le questionnaire de dénazification de la zone américaine, en expliquant comment répondre au questionnaire de manière avantageuse pour s'en sortir le moins mal possible. Donc, il y a un jeu sur la forme même du questionnaire de dénazification. Ce livre-là, et le fait qu'il ait été un best-seller surtout, ça montre bien le rejet de la dénazification. À ce moment-là, on aurait pu dire, finalement, les Allemands prenant conscience des crimes du nazisme, après quand même le procès de Nuremberg, les procès d'après-guerre peuvent être satisfaits qu'une épuration ait lieu pour refonder une Allemagne nouvelle. Mais le fait que ce soit un best-seller montre bien que les Allemands voient autre chose. Ils voient qu'ils sont des victimes. Voilà, dans ce processus. Donc, ça, c'est intéressant pour caractériser, je dirais, l'esprit de l'époque. Voilà. Moi, je m'en suis pas plus servi que ça. Je dirais que je l'ai pris comme un indice à l'époque du rejet de la dénazification et de la distance qu'avaient les propres acteurs vis-à-vis des questionnaires et du matériel servant à dénazifier. Parce qu'il y a tout un jeu, je le montre là aussi à travers certaines pages, il y a toute une manière de remplir les questionnaires pour s'en tirer, encore une fois, le mieux possible. Donc on peut pas forcément nier certains points, mais on peut être flou sur les dates. On peut dire « je me rappelle plus exactement l'année ». On peut omettre certaines informations de manière à être dénazifié de manière plus avantageuse. Et ce jeu-là, à petite échelle, alors petite échelle, les géographes n'aiment pas, mais à échelle très fine, d'un acteur, Salomon le transpose en littérature et en fait un roman. C'est tout un jeu à travers les catégories de dénazification et la marge de manœuvre qu'a chaque individu face à ces normes pour essayer de jouer avec et d'en tirer le maximum d'avantages si possible. Voilà, en bénéficiant d'un contexte de chaos où tous les documents ne sont pas accessibles. Donc ça a été très prégnant dans le contexte de l'époque. Les gens ont beaucoup déménagé, ont changé de zone, donc peuvent toujours dire « mais j'ai pas tous mes documents sur moi ». Oui, puis il y a beaucoup d'archives qui ont été brûlées dans les bombardements. Voilà. Donc j'ai plus ma carte d'adhésion, donc je peux pas exactement vous dire, et en tablant sur le fait qu'on ne retrouverait jamais. Voilà. Donc là, il y a tout un jeu possible, et ça touche des choses très politiques comme l'adhésion au parti nazi, mais ça touche aussi, et c'est presque ça qui m'a le plus intrigué, ça touche aussi pour un fonctionnaire, les diplômes. Il y a tout un jeu sur les diplômes qu'on a ou qu'on n'a pas. Parce que dans la fonction publique ouest-allemande, un petit fonctionnaire ne devient pas moyen fonctionnaire et haut fonctionnaire comme ça. C'est lié à des diplômes et on peut très bien mentir sur ces diplômes et dire moi j'ai passé ce diplôme, mais je ne peux pas vous l'attester parce que j'ai été déplacé, j'ai été bombardé, ma maison est détruite. Comment vérifier ? Donc il y a tout ce jeu sur les falsifications d'identité et de trajectoire professionnelle qui permet à certains d'être réintégrés plus avantageusement ou d'être réintégrés tout court, quelquefois, alors qu'ils n'auraient pas eu droit. Voilà. Donc ça, c'est aussi un aspect que j'aborde à la dernier chapitre de l'ouvrage, ce jeu sur les falsifications qui, certaines, ont été démasquées. C'est pour ça que je peux l'aborder, parce qu'il y a eu certains cas de défalsification qui ont pu être démontés et démontrés, pour le coup, par des tribunaux disciplinaires. Et donc, on a des archives qui confondent, qui disent, voilà, vous avez rempli ce questionnaire de telle manière. Or, on a retrouvé
notamment les archives du Document Center à Berlin montrent que vous avez menti. Et c'est là où c'est fascinant, parce que c'est là où vous montrez très bien, vous parliez de dépolitisation tout à l'heure, ce qui est reproché finalement à ces gens et ce qui permet de les exclure de la fonction publique, c'est pas tellement d'avoir été nazi, mais c'est d'avoir menti sur un formulaire et du coup de ne plus être un fonctionnaire fiable parce que respectant l'éthique du fonctionnaire honnête, le collègue de bureau sur qui on peut compter pour ne pas falsifier un rapport. Donc finalement c'est utile aussi parce que ça permet d'avoir un critère objectif de dénazification et de ne pas aller sur le terrain de la politique où finalement beaucoup de gens auraient des choses à se reprocher. C'est ça. Disons que le droit disciplinaire, qui est refondé au début des années 50, va mettre en avant les vertus, on va dire, traditionnelles du fonctionnaire, du serviteur de l'État, c'est-à-dire la fiabilité, la loyauté, le fait de ne pas mentir à sa hiérarchie. Et donc, mentir, c'est en soi une faute, avant même de mentir sur l'appartenance au parti nazi. Donc ça, c'est vrai que ça a permis de sanctionner, voire d'exclure certains fonctionnaires. C'est à la marge, c'est des tout petits effectifs. Donc ne pas en faire non plus un volet épuratoire massif, mais le fait que ça puisse exister est déjà important à dire. Voilà, parce que je crois que, enfin à ma connaissance, pour le coup, c'est un fonds qui n'avait jamais été exploité. Donc, encore une fois, c'est des tout petits échantillons du point de vue quantitatif. Donc, c'est pas représentatif, on va dire, du point de vue statistique, mais le fait que ça existe me semble très important. Voilà. Je voulais poser une autre question. Ce moment des années 50-60 où se construit donc à la fois du contentieux juridique, à la fois finalement une manière moralement, politiquement de se poser des questions, c'est aussi un moment de construction historiographique, un moment où les historiens de métier s'emparent petit à petit du passé nazi, et en particulier vous montrez qu'il y a une imbrication entre les deux, parce que lorsque les tribunaux ou des administrations cherchent à savoir ce qu'ont fait leurs agents, on se tourne aussi parfois vers des historiens qui ont les compétences pour produire des documents, pour produire des sources, et c'est en particulier le rôle de l'Institut für Zeitgeschichte de Munich, qui a été créé après la guerre et dont c'est l'une des fonctions. Donc c'est aussi intéressant du point de vue historiographique pour voir qu'une part de l'historiographie du nazisme s'est construite à travers ces études de cas. Tout à fait. Donc les historiens de l'Institut d'histoire du temps présent sont sollicités comme experts. Je dirais c'est l'historien expert. Bon, le moment fondateur, je dirais, pour ce sujet, c'est quand même le procès de Nuremberg, parce qu'on a quand même des chercheurs en sciences sociales qui ont été sollicités pour penser le nazisme à ce moment-là. Mais donc, dans cette veine, je dirais que les historiens experts de l'IFZ, là, de Munich, sont sollicités par le ministère de l'Intérieur pour donner un éclairage sur des choses extrêmement concrètes. Par exemple, pour que ce soit plus facile à comprendre, la date de création de la SS, de la police politique dans chaque État de l'Allemagne. Avant, les nazis ont supprimé les Länder, l'autonomie politique des Länder, mais ils ne le font pas tout de suite, ils le font en 1934, et donc il y a eu toute la première partie du régime nazi, 1933-1934, là où progressivement les Länder perdent leur autonomie. Mais tant que c'est pas totalement fait, il reste une autonomie, et donc les Länder ont une évolution des dates de création de la police politique légèrement différentes. Voilà. Et donc, ça a un impact direct sur le contentieux, parce que quand on reconstitue une trajectoire d'un policier, pour savoir à partir de quel moment il ressort de la Gestapo, on a besoin de dates. On a besoin de dates à partir de laquelle on peut dire, à partir de cette date, la police devient une police politique, donc ça devient compromettant parce que la Gestapo, c'est une organisation criminelle, évidemment, étiquetée comme telle par le procès de Nuremberg. Donc, il faut faire appel aux historiens de l'IFZ pour faire une histoire, finalement, de la police sous le régime nazi. Et c'est les débuts, en fait, de l'historiographie, de l'histoire, plus simplement, de la police dans le régime nazi. Donc, un des rôles de l'IFZ, sa mission, c'était de produire une histoire avec des documents. Donc, c'est pour ça que le procès de Nuremberg aussi, il a été fondateur, parce que des milliers de documents qui ont été rassemblés pour ce procès. Et donc, l'IFZ analyse des documents d'histoire, des sources, et établit ensuite ce genre de chronologie qui permet ensuite de régler concrètement des cas du contentieux. Donc ça, c'est assez intéressant de voir ce travail d'expertise et puis la fermeté aussi des historiens face aux pressions.
Votre enquête se clôt dans les années 70, en fait, à l'aboutissement d'un processus, vous avez dit tout à l'heure, entamé en 1958, lorsqu'est créé l'Office de recherche sur les crimes du nazisme, je ne sais plus le nom exact, mais c'est à Ludwigsburg, et puis en 1979, les crimes nazis deviennent imprescriptibles en droit allemand, donc il y a en fait une séquence qui est une séquence assez épaisse de 2 décennies où progressivement les choses se durcissent, la mémoire se transforme, la prise de conscience se fait. Quel est pour vous le moment marquant, le moment tournant pour cette histoire de la dénazification des fonctionnaires? Est-ce que c'est 1974, lorsqu'il y a cette fin de non-recevoir, finalement, qui leur est définitivement adressée? La date de 1974, elle n'est pas très connue. Alors, on la connaît parce que c'est la fin du gouvernement de Willy Brandt, donc je dirais que c'est une césure classique de l'histoire politique allemande. Moi, je ne l'avais jamais vue dans l'histoire de la dénazification. J'ai été, quand j'ai trouvé ce rapport sur ce sujet de 1974, je me suis dit, c'est intéressant, c'est vraiment une date de césure, mais je ne l'avais jamais lu avant. La date qui est retenue dans l'historiographie pour le basculement, je dirais, c'est la fin des années 50, 1958, avec la création de la centrale de Ludwigsburg. Ça, c'est dans le domaine pénal, dans le domaine judiciaire. Moi, j'ai essayé dans mon enquête, de me centrer sur l'épuration du point de vue administratif. Alors, évidemment, il y a beaucoup de liens avec l'épuration du point de vue judiciaire. J'essaye de mettre toujours les deux en regard. Il y a aussi quelquefois des décalages. Il y a parfois une autonomie du champ administratif. Mais je dirais que ce qui est le plus connu aujourd'hui dans l'historiographie et pour le grand public, c'est l'épuration au sens procès, l'épuration judiciaire. Et ce que j'ai essayé de, moi, plus travailler, c'est une épuration administrative et une épuration professionnelle qui, quelquefois, se surajoute encore. C'est-à-dire, une fois que les gens sont dénazifiés et peuvent travailler, il y a eu en plus, dans certaines administrations, une épuration professionnelle interne pour vérifier ou autoriser des gens à vraiment retravailler. Voilà. Donc moi, j'essaie de mettre l'accent sur ces processus-là qui étaient peut-être moins connus dans l'historiographie. Donc, de ce point de vue-là, la date de 1958 est peut-être moins marquante, parce que 1958, c'est une date, encore une fois, dans l'ordre judiciaire. Néanmoins, elle signe un changement. Hélène Camarade, dans un article de la revue 20e siècle, parlait de changement de paradigme mémoriel. J'aime bien cette expression parce que c'est elle qui l'emploie et c'est pratique pour dire qu'il y a un basculement à la fin des années 50. Voilà. Je pense que c'est assez valable aussi dans le champ administratif. Merci beaucoup. Est-ce que pour terminer, vous auriez un conseil de lecture que vous voudriez partager ? Alors, j'ai beaucoup parlé du procès de Nuremberg. Je pense que c'est un moment fondateur pour clore le nazisme, pour lancer l'épuration, pour refonder une Allemagne différente. Donc, je recommanderais le livre de mon collègue Guillaume Moralis, intitulé « Le moment Nuremberg », qui reprend l'histoire de ce procès de Nuremberg en partant lui aussi des acteurs. Alors, lui, il s'intéresse aux lawyers, c'est-à-dire aux magistrats et donc, il part des trajectoires de ces acteurs pour expliquer comment ils en sont venus au procès de Nuremberg et ce qu'ils font ensuite, et avec éventuellement des conséquences dans la suite de leur carrière. Donc, j'ai beaucoup aimé ce livre, d'une part parce qu'il met l'accent sur ce moment fondateur. Ces années, c'est pas juste le procès, c'est le moment, donc un moment épuratoire très fort, donc qui rencontre évidemment les sujets qui m'intéressent. Et deuxièmement, parce que c'est une approche par les trajectoires qui ressemble un peu à ce que moi j'ai essayé de faire d'une autre manière, évidemment, avec ce livre. C'est-à-dire, on reprend un sujet en partant de trajectoires individuelles pour voir comment des acteurs, hommes, femmes, traversent ces périodes, sont concernés par les lois et quelle marge de manœuvre ont par rapport à ces différents ces lois ou ces changements de régime, etc. Voilà, donc moi, c'est une démarche d'histoire sociale qui me plaît, qui me permet de voir les choses concrètement, de mettre l'accent peut-être sur des aspects moins connus, le quotidien, l'histoire sociale, l'histoire économique, qui sont quand même au cœur de ces sujets habituellement traités du point de vue politique. Voilà, donc c'était une manière de déplacer peut-être un peu le regard et puis de partir de sources différentes. Voilà, donc voilà pour ce conseil de lecture. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.